en fait un peu vers la conclusion. On l'a vu les temps là maintenant et on demande un petit peu à chacun de nos intervenants ce qu'il donnerait peut-être comme orientation par rapport à ça. Mais il y a deux choses qui me frappent dans la fin de ta conclusion. C'est à la fois l'importance du collectif, donc de l'équipe, et en disant tout ça c'est une question d'équipe. Et puis quelque part, il y a une espèce de, alors qu'on l'appelle contagion ou qu'on l'appelle symétrie des attitudes, c'est en gros un peu ça, mais on voit bien le côté exemplaire du leader ou autre, et qui peut soit emmener dans une spirale vertueuse, soit emmener dans une spirale qui ne l'est pas trop. Alors, si vous voulez bien, on va demander peut-être, Pierre, là, qui est le premier là, sur le petit carrage, viens par ici plutôt. Là, non, tu n'as pas besoin de tes papiers. Juste peut-être ce qui te paraît important, voilà, peut-être de trouver comme message. On a bien vu que le rôle d'un siège est difficile. À toi, là, maintenant. Ce qui me paraît important, c'est de prendre en compte ce qui se passe sur le terrain réellement. Et d'autant plus quand on est dans une administration où il y a une centralisation, c'est de regarder ce qui se passe sur le terrain et d'accompagner, d'être proche du terrain, de comprendre leurs problématiques et de les faire avancer vers des problématiques collectives, parce que il y a des fois des intérêts individuels qui sont contraires aux attentes et aux besoins de la collectivité. Voilà, d'accord, merci à toi. De votre côté, ouais, est-ce que le micro marche? On peut lui passer le micro là ou est-ce qu'il vaut mieux ici? Alors, pour ce qui est du terrain, ce qui me paraît important, c'est la vision du top management. Et donc, effectivement, baser une vision, même sur la sécurité, sur des valeurs soignantes, qui soient en fait, le discours pour l'ensemble des équipes et qui permet l'adhésion, puisqu'il est certain que assurer la sécurité d'un service ou d'une équipe, c'est faire un effort individuel. Et la discussion doit se baser dans le milieu de soins sur uniquement des valeurs soignantes qui permettent en fait l'adhésion des équipes, tout simplement. Question d'adhésion, merci. Merci et bravo pour cet accompagnement, parce qu'on voit bien à quel point ce qui court autour de tout ce que vous avez dit tous les quatre, finalement, c'est la question de l'attention et d'une attention, je dirais, en dehors du métier technique. C'est l'attention du métier technique, qu'il soit un métier technique de sécurité, un métier technique de RH, un métier technique de soignant, qui est l'attention finalement aux coéquipiers. Merci, merci Jean-Philippe. Alors Sandra, ça va être à vous si vous voulez bien. Le temps est toujours très très serré, hein, donc on ne vous a pas laissé beaucoup la parole. À vous là maintenant si vous voulez bien. Merci beaucoup Anne-Marie. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Voilà, parfait. En fait, à la fois en guise de question, mais aussi en guise de synthèse de ce qui a été dit, tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos interventions respectives qui étaient très riches et absolument passionnantes. Anne-Marie Devèvre le dit à chaque fois, nous manquons de temps pour vous écouter davantage. C'est un réel plaisir, on aimerait vous interroger encore pendant très longtemps sur l'ensemble de vos travaux. Ce que je retiens de ce que vous avez dit, tous, c'est que finalement, la violence entraîne la violence. Donc, si on se réfère à la fois à ce que a dit Luc Brunet et à ce que vous avez dit, Dr Choquet, finalement, il faut regarder nos propres pratiques pour changer le regard des autres sur nous-mêmes et s'engager collectivement dans une démarche qui va conduire des changements organisationnels en termes de RH, de com, et même des détails qui peuvent paraître extrêmement triviaux comme la signalétique dont vous avez parlé. Mais si on comprend bien votre démarche, c'est d'abord observer nos propres pratiques avant de remettre en question les comportements des patients, de leurs proches, etc. Regardons d'abord nous-mêmes et faisons ensemble un chemin pour transformer notre organisation durablement. C'est en tout cas ce que l'on retient hein, de vos messages à tous d'ailleurs, hein, quelles que soient vos perspectives. Ça, c'est la première chose que j'avais envie de souligner. On a bien compris que de toute façon, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et on a bien compris aussi dans votre propos que peu importe les outils qui étaient utilisés, ce qui comptait, c'est justement ce travail collectif. Hein, c'est prendre le temps d'être ensemble pour bien se poser la bonne question,
de sorte à arriver ensemble au bon cheminement qui nous permettra, une fois de plus ensemble, d'atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Et vous ne l'avez pas dit, on le sent en creux, hein, docteur Choquet, vous ne l'avez pas dit de manière explicite, mais j'aurais aimé que vous nous disiez si, lors des premiers constats de diagnostic que vous avez posés en équipe sur la situation que vous viviez, est-ce que c'est aussi en équipe que vous avez défini l'objectif à atteindre? Ou est-ce qu'il est venu au fur et à mesure, hein, en équipe, mais en tout cas, est-ce que c'est arrivé ensemble ou c'est quelque chose qui est arrivé tout près par la direction? Alors, un mot, oui. Oui. Merci, Sandra. Très rapidement, ce constat, il s'imposait. Je pense que je crois que c'est au management d'une équipe. Donc, quand je parle du management, c'est le chef de service, c'est le cadre supérieur, c'est les cadres, c'est l'équipe d'encadrement. Si ils ne sont pas en capacité de traduire même une inquiétude ou une question implicite des équipes, c'est qu'elle est largement à côté de la plaque. Excusez-moi voilà. Donc, je crois plus, par nature, j'ai un management qui est plutôt directif, incontestablement. Et je pense que lorsqu'il y a des choses qui vous heurtent, qu'il y a des agressions et que vous vous sentez concerné par cela, je pense que on n'a pas besoin, entre guillemets, d'un référendum. Je pense que aussi, c'est le but aussi du management, c'est de dire ce n'est pas quelque chose qui est absolument lié indéfiniment à un service d'urgence. Il y a une sorte aussi de fatalité. Et c'est l'objectif, c'est pas de dire, c'est de dire on peut changer les choses. Et ça, de temps en temps, les équipes ont ce sentiment de frustration qui est de toute façon rien ne changera. Et donc, en général, l'objectif, c'est de leur expliquer et d'en faire la pédagogie. Après, la prise de décision initiale, effectivement, je pense qu'il relève d'abord de l'encadrement de l'équipe. Merci à vous. Alors, à propos de frustration, il doit y avoir un peu de frustration, et pardonnez-nous, hein, dans le public virtuel, et je lis là quand même quelques propos du chat, et qui disent, alors je ne sais pas qui est monsieur Ludovic Simon, mais qu'on remercie, il dit, moi je prêche pour ma paroisse, mais on a d'excellents retours, alors je ne sais pas si c'est pour toi, enfin pour l'un de vous deux, on a d'excellents retours, des formations tout à fait pragmatiques et concrètes sur la gestion de la violence. Mais en ce moment, maintenant, nous dit notre interlocuteur, le temps est plus à l'action et à l'action par la formation qu'à la discussion. Et puis, d'autres qui nous dit, quelqu'un d'autre, Magali Olivier, par exemple, qui nous dit, Olivier, pardon, les violences au travail sont très en lien avec les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité des soignants. Ça, je crois que vous avez tous dit, et c'est tout à fait important que ça puisse remonter, être dit. On est aussi là pour ça, et ces conditions relèvent des moyens et des ressources qui sont attribuées ou non aux établissements. Donc, merci à vous, effectivement, de nous dire tout ça. D'autres qui nous disent, ben voilà, on a aussi un bel exemple pour nous, malheureusement, en milieu de santé, de la violence entre médecins, avec le drame du sabotage par un anesthésiste du matériel d'anesthésie pour faire accuser son confrère. Et donc, on voit effectivement là, ça adresse et ça demande la vigilance de chacun. Alors, si je peux me permettre, je vais garder le micro 30 secondes encore avant de le passer à mon président pour le final et la conclusion, pour vous parler un peu de nos prochaines étapes, parce que pour tout vous dire, quand on a commencé, ça y est, ça ne veut pas avancer, quand on a commencé avec le professeur Bertheusen, avec Sandra Bertheusen, à réfléchir sur ces questions, c'était déjà il y a un petit moment qu'on a commencé à programmer ça. On s'est poussé mutuellement sur une pente savonneuse, simplement que comme elle monte, elle est plus difficile que quand elle descend. C'est que c'est indispensable maintenant d'intégrer, enfin pas que maintenant, mais d'intégrer effectivement ces questions-là, ou aux formations, mais aux préoccupations, voire aux critères de fonctionnement managériaux, et que donc dans les formations, que ce soit des formations permanentes ou des formations initiales, ça serait vraiment important d'injecter ça avec cette optique, Christophe, que vous rappeliez au début, et qui était de dire on est en incertitude, et on est en incertitude maximale. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans ce qu'est finalement, nous, notre optique au cercle un peu systématiquement, et qui est de dire c'est vrai que pendant des années, on l'a raconté dans des cours de management qu'il fallait éliminer l'incertitude, mais c'est un leurre absolument total, parce que le management, c'est justement faire continuellement des arbitrages au milieu d'incertitudes et d'incertitudes
diverses. Voilà. Donc, un grand merci à vous tous. Et puis, la parole au président, je la reprendrai 2 minutes après parce qu'on a besoin de vous pour une prochaine action qu'on vous racontera qui s'appelle Résilience Covid et qu'on est en train de monter de façon non pas subversive, mais quand même à partir, globalement, à partir de la base. Donc, Jacques, si vous voulez bien. Moi, je voudrais remercier chaleureusement tous nos intervenants en disant que j'ai mieux compris que la violence, c'était, puisqu'on est dans le milieu médical, c'était un virus. Un virus mutant, heureusement assez lentement, mais quand même mutant, et qui demande donc en permanence une adaptation des attentions, des formations, des moyens matériels que l'on y consacre. Et vous avez bien illustré tout cela. Il nous reste à espérer que la bataille sera gagnée par les moyens de défense contre la violence plutôt que par les raisons qui peuvent justifier sa montée. Merci de nous avoir bien éclairés sur tout cela. Merci aux intervenants et merci aux questions posées. Et je repasse la parole à Anne-Marie pour dire un mot d'avenir. Alors, merci pour le mot d'avenir. Et il y a des prochaines, d'abord parce que malheureusement ou pas, enfin bref, cette question de la violence, elle est récurrente. Alors, elle est exemplaire, je dirais, dans le milieu et dans les milieux de santé, mais elle existe aussi ailleurs. Donc, alors, je ne sais pas, Sandra, si vous aurez envie, parce que c'est un autre milieu, mais en tout cas, les SEC et preneurs aussi là, c'est de faire quelque chose sur le milieu des médias. Parce que, par exemple, il y a eu aussi une inversion absolument complète de l'attitude, par exemple, par rapport aux journalistes qui, il y a 20 ans, étaient accueillis et arrivaient en faisant pimpon avec leur voiture et tout. Là, maintenant, ils viennent plutôt avec des voitures banalisées pour pas se faire caillasser, plus tout un tas d'autres choses. Donc, ça, voilà, ça, c'est nos prochaines étapes. Et puis, alors, ce à quoi je vous annonce, là, donc, c'est qu'on va organiser jeudi 10 décembre, donc dans cette même configuration, c'est-à-dire 18h, 19h45, toujours selon notre formule UX Forum, c'est-à-dire expérience utilisateur et expérience opérateur concret d'abord, quelque chose sur la résilience Covid. Alors, si certains d'entre vous avaient été présents dans la conf qu'on avait organisée le 6 octobre avec Jacques Repussard, vous vous souvenez, donc Jacques Repussard qui est conseiller sûreté nucléaire auprès de l'AIEA et qui a surtout piloté, quand il était DG de l'IRSN, l'action de la France auprès du Japon pour les questions de sûreté nucléaire. Et rappelez-vous, il nous avait bien dit qu'on était finalement avec le Covid, comme on l'était avec Tchernobyl, Fukushima ou à un moindre degré Lubrizol, dans une catastrophe lente. C'est-à-dire que les effets et la configuration de la problématique n'est pas du tout celle qu'on escomptait globalement de démarrage. Et donc, ce qu'on s'est dit, je vais vous dire, vous voyez, c'est exactement comme aujourd'hui dans cette configuration-là, pour nous-mêmes dans cette même salle de réunion crypte, et on s'est dit, mais à côté de tout ce qui est fait, et sans doute bien fait à un niveau national, central, quelquefois un peu jacobin, sur les prescriptions, les injonctions par rapport à ça, pourquoi ne pas essayer de susciter à partir du terrain, et en tout cas déjà de les identifier, des témoignages d'acteurs qui font les choses là-dessus. Et je vous dis donc, on va lancer ce truc-là. Vous pourrez, si vous allez traficoter sur notre site, vous le verrez sur la partie qui s'appelle globalement Covid, où on a aussi un appel à initiative de ce côté-là. Et le 10, on va en montrer donc de gens qui sont... Il y a toujours des médecins dedans, ça c'est aussi intéressant, mais qui sont pas forcément des initiatives uniquement médicales, donc qui sont des acteurs de la société civile. On a par exemple, on va avoir un proviseur de lycée qui a été impulsé par un tandem de médecins, mais qui sont des médecins de ville, et qui, je dirais, au lieu de rester simplement les deux pieds dans le même sabot et en attendant que des injonctions d'en haut, ont monté avec leurs élèves, avec des profs, une action de sensibilisation, d'explication et de pédagogie pour, je dirais, mettre les gens pas seulement en assujettis à des injonctions, mais en acteurs, pour le coup, de la prise de conscience des risques et de leur propre santé et de celle des autres. Donc, il y aura un exemple d'un lycée, un exemple de collectivités locales, alors qui bien sûr font des choses en solidarité, il y a l'aspect solidarité, mais il y a aussi l'aspect conscience du risque et qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre les gens encore acteurs de ce côté-là. Et le troisième, pareil, ce sera un tandem entre un médecin qui est un médecin du travail par ailleurs et une petite entreprise, là aussi une petite entreprise pour l'instant de la région parisienne. Donc on vous invite là-dessus et on vous invite aussi à nous proposer vos initiatives parce que ce premier-là, c'est le premier UX Forum de ce type.
On en a eu d'autres sur d'autres sujets, notamment les innovations. Mais là, on va essayer de le faire quasiment tous les mois ou plus fréquemment pour mettre en lumière ces types d'initiatives. Voilà. Et puis sinon, et cette fois-ci avec l'ESSEC, donc la chaire innovation managériale et excellence opérationnelle de l'ESSEC, on monte le 14 janvier dans quelque chose qui était prévu il y a déjà un an, en fait, sur les lanceurs d'alerte en interne aux organisations. C'est qu'il y a une révolution qui se prépare pour le 1er janvier, puisque la directive européenne qui change pas mal la donne va être mise en place, et donc on aura de la même façon une intervention qui sera peut-être en présentiel, espérons, mais sinon qui sera exactement comme celle-ci là. Et puis sur l'essentielle question qui est venue d'ailleurs, et pardon de ne pas avoir pu l'évoquer là au cours du chat, sur la question des data, de l'utilisation des data et surtout du besoin d'avoir des data pour faire évoluer les choses. Et donc là, pareil, avec l'ESSEC et aussi avec le CNAM, donc Sandra Berthausen a bien voulu s'associer à nous pour ça, on va avoir quelque chose cette fois-ci qui sera plus sur l'après-midi avec deux temps, un temps sur des exemples d'utilisation de data, y compris d'ailleurs d'utilisation, j'allais dire, en médecine prédictive, hein, là-dessus, mais aussi des exemples quasiment opérationnels immédiatement pour peut-être avancer sur cette question-là, sur laquelle en France on est un peu en retard globalement par rapport à d'autres pays avec de grosses réticences là-dessus. Voilà. Donc encore une fois, merci à tous, merci à nos intervenants d'avoir été là et spécialement en plus à vous deux là qui vous êtes déplacés là. Merci à Jean-Philippe de loin qui est rentré là-dedans. Donc un grand applaudissement pour vous. Merci. Et puis à tout bientôt. Merci à vous tous.